Monsieur Williams, vous pouvez sortir. Vous allez au tribunal. Kenneth, vous sortez aussi. Dans la prison du comté de McCulloch au Texas, 2 détenus se préparent à être jugés. Vous avancez, vous mettez contre le mur. Monsieur Williams, vous allez par ici. Monsieur Jackson, contre le mur. Kenneth Jackson a 50 ans. Il a été arrêté pour possession de drogue. 1 gramme de méthamphétamine, une drogue de synthèse proche du crack. C'était sa dose pour quelques jours, achetée $50. Main à plat, s'il vous plaît. J'ai un briquet dans ma poche. Vous avez un briquet dans votre poche? Oui, ils m'ont dit que je pouvais le garder. Casey Williams, 42 ans, est ici pour arnaque à la carte bancaire. Les 2 détenus viennent de passer 3 semaines en détention provisoire, en attendant leur procès. Aucun des deux n'avait les moyens de payer sa caution, qui s'élevait à plusieurs milliers de dollars. En France, leurs actes seraient considérés comme des délits, sanctionnés par du sursis ou une obligation de soins. Mais ici, ils risquent plusieurs années de prison ferme. Si je peux avoir votre attention, j'appelle maintenant l'affaire 5886. Kenneth Jackson se présente face au juge Rob Hoffman, qui dirige le tribunal. À ses côtés, son avocate commise d'office. L'accusation est prête? La défense aussi? C'est donc l'État du Texas contre Kenneth Jackson. Vous êtes Monsieur Jackson? Oui, votre honneur. Levez la main droite pour prêter serment. Monsieur, vous jurez solennellement devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure, votre honneur. L'accusé plaide coupable. Il admet avoir consommé de la méthamphétamine. En moins d'1 minute, il est condamné à 1 an de prison ferme. Je vous condamne à 365 jours de détention dans une prison de l'État. Rien d'autre pour l'accusation? Non, votre honneur. Ou pour la défense? Non, votre honneur. Monsieur Jackson, je vous souhaite le meilleur. Bonne chance. L'audience est levée. C'est comme ça qu'on rend la justice au Texas. C'est un État qui vit encore au temps de la conquête de l'Ouest. Des ranchs, avec des terres à perte de vue, sur lesquelles les cow-boys élèvent des troupeaux de centaines de vaches. Le long de routes qu'on imagine sans fin, des petites villes d'1 millier d'habitants. Tout droit sorti d'un album de Lucky Luke. Sur la place centrale, une banque, un tribunal, une prison. L'héritage du Far West, ce sont aussi des lois très répressives et des prisons surpeuplées. Cet État, grand comme la France, a 2 fois moins d'habitants et 2 fois plus de détenus. Car comme c'est indiqué sur les panneaux le long des routes, il ne faut pas déconner avec le Texas. L'un de ceux qui font régner la loi, c'est Robert Hoffman, 48 ans. Le juge Rob, comme on l'appelle ici. Toujours sur les routes, il gère 5 tribunaux, dans 5 comtés différents. Ses affaires vont du cas de divorce aux meurtres les plus violents, en passant par le trafic de drogue ou les règlements de compte entre gangs. Autant dire que le juge Rob s'ennuie rarement. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour à tous. Ancien avocat, cela fait 10 ans qu'il revêt chaque jour la robe noire des juges américains. Un héritage des premiers colons anglais du XVIIIe siècle. C'est un métier difficile, stressant et qui est souvent frustrant. Mais il faut bien que quelqu'un fasse le job. Pour éviter du stress en plus, le juge est très bien protégé. Toujours à ses côtés, un adjoint du shérif, avec pistolet à la ceinture et arme de guerre cachée à côté de lui.
Pourquoi vous avez ça dans la salle d'audience? Bah, pourquoi pas? En plus du fusil d'assaut, un pistolet sous le bureau. Et un autre à la cheville du juge. J'ai aussi toujours avec moi mon propre pistolet. L'an dernier, il y a eu 4 fusillades dans des tribunaux aux États-Unis. Elles ont fait 2 morts. Bonjour tout le monde, merci d'avoir patienté. J'appelle l'affaire J2018. Rob Hoffman juge en moyenne une dizaine de crimes et délits par jour. Des procès de quelques minutes, sans audition de témoins, sans lecture de PV, ni plaidoirie. Car aux États-Unis, 95% des affaires se règlent par une négociation. Cela se fait directement dans la salle d'audience pendant les pauses, à voix basse et discrètement. Des discussions entre avocats et procureurs confidentielles, pendant lesquelles on marchande, on troque, on négocie une peine de prison comme on obtient une ristourne sur une voiture. Patrick Howard, un avocat de 38 ans, vient justement d'obtenir ce qu'il appelle un bon deal. Il se met à l'écart dans un bureau du tribunal pour le proposer à son client. Simon Suarez a 45 ans. Il comparaît libre après avoir payé sa caution de $2000. Il est accusé d'avoir frappé sa femme. Bon, monsieur Suarez, on va parler de ce qu'on vous propose et ce qu'on va faire. Vous savez que vous êtes accusé d'une agression au 3e degré? Simon Suarez a déjà fait de la prison pour trafic de drogue. Il s'est d'ailleurs fait tatouer ses années de détention sur son torse. Ça, c'est mon calendrier. Toutes ces années. Vous voyez quoi? De 2012 à 2015? 2014. 2014, ouais, c'est ça. Ah non, 2015. Eh ouais, 4 ans. À cause de ses antécédents, il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Mais comme il n'y avait pas de témoin des violences et que sa femme a retiré sa plainte, son avocat a pu marchander avec le procureur. Voilà l'accord négocié. 5 ans de mise à l'épreuve et $2000 d'amende. Par rapport à ce que vous risquiez, 20 ans de prison, moi je pense que c'est un bon deal. Simon Suarez n'est pas encore tout à fait tiré d'affaire. L'accord qu'il a conclu doit être maintenant accepté par le juge Robb. J'appelle maintenant l'affaire de l'État du Texas contre M. Suarez. Vous êtes ici avec votre avocat, est-ce qu'il a fait du bon travail? Et est-ce que vous êtes satisfait de lui? Oui, monsieur. 5 ans de prison, M. Suarez, modifié en 5 ans de mise à l'épreuve et $2000 d'amende. C'est bien ce que vous aviez compris? Oui, 5 ans. Pour que l'accord soit accepté, l'accusé doit plaider coupable. Il renonce à être jugé par un jury. Il n'aura pas non plus le droit de faire appel. Plaidez-vous coupable librement et volontairement? Oui. Plaidez-vous coupable parce que vous êtes coupable? Oui. Pour Simon Suarez, le juge Robb accepte la peine proposée. Dans 2% des cas, quand elle ne lui paraît pas assez sévère, il refuse. Vous comprenez que si vous commettez un délit, vous irez directement en prison pour 5 ans. Je ne veux pas vous revoir ici, me réclamant une autre chance. Car cette chance, je vous la donne aujourd'hui. Bien compris? Je vous souhaite bonne chance. L'audience est levée. Aujourd'hui, sur 6 affaires, Simon Suarez est le seul accusé à ne pas avoir écopé de prison ferme. Robb assume totalement cette justice qui ne lui paraît pas sévère. Il a toujours vécu au Texas et depuis longtemps intégré ses codes et sa dureté. Quand il n'est pas dans sa salle d'audience, il habite cette grande maison de 300 mètres carrés. Avec des noix de pécan du Texas. Il y vit avec sa femme Shannon, directrice d'école. Et ses 2 enfants, Christian, 8 ans, et Blixen, 13 ans. Robb essaie de profiter au maximum de ses rares moments en famille. Christian, tu t'assois là, s'il te plaît. Il travaille 10 heures par jour, doit rester joignable la nuit et les week-ends. Mais c'est le métier dont il a toujours rêvé. Il a été élevé à quelques centaines de mètres de là.
Ses parents, commerçants, habitaient dans un ranch. Après des études de droit, il se marie et devient avocat, puis juge au bout de 10 ans. Un métier où il gagne moins d'argent, même s'il reste bien payé, 10 000 € par mois. J'ai toujours eu cette ambition. Ce que je regrettais dans le métier d'avocat, c'est que parfois vous devez défendre des positions auxquelles vous ne croyez pas. Alors que là, c'est moi qui écoute et qui prend ce que j'estime être la bonne décision. Cela correspond plus à ma personnalité. Les garçons de mon âge, ils ont peur de mon père. Je pense que c'est bien. Le jour où ils voudront sortir avec moi, ils devront faire attention. Aujourd'hui, Rob ne veut pas redevenir avocat. Pourtant, juge, c'est un emploi précaire. Au Texas, les juges sont élus pour 4 ans. Rob est toujours en campagne, même le dimanche matin à l'église. Notre Père, nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Pas question d'être infidèle parmi les autres. Rob seconde le pasteur pendant l'office, lit les prières. Dans une ville très religieuse qui compte 17 églises pour 1000 habitants, c'est important de montrer qu'on est le meilleur chrétien, à défaut d'être le meilleur chanteur. Comme ces électeurs qui ont voté à 92% pour Trump, Rob est blanc et conservateur. Il est pour la peine de mort et le port d'armes, contre le mariage homosexuel et l'IVG. Merci de nous avoir aidés pour le service de jeudi soir. Pour plaire aux électeurs, Rob se doit d'être juste mais dur. C'est vrai pour ceux qui commettent des petits délits, ça l'est encore plus pour les auteurs de crimes. Dans la ville de Junction, on ne punit plus les détenus en les enduisant de goudron et de plumes. Mais quand ils se rendent au tribunal, les prisonniers traversent la petite ville à pied. Une marche de la honte avant d'être jugés. En queue de cortège, l'homme qui fait l'idiot, c'est Trevor Wiseman. Il est accusé d'avoir vendu de l'héroïne dans les collèges et lycées de la ville. Ici, c'est considéré comme un crime. Il risque jusqu'à 99 ans de prison. Son jugement va se dérouler sous les yeux de sa petite amie, Melissa. Elle est enceinte de lui. Bonjour tout le monde. Vous pouvez me dire vos noms? Trevor Wiseman a lui aussi négocié sa peine. Dans cette procédure, la situation familiale de l'accusé, son passé, le fait d'avoir un travail ou non ne sont pas pris en compte. Le jugement est totalement déshumanisé. L'accusation recommande 15 ans de détention dans une prison d'État. Que plaidez-vous? Vous êtes coupable ou non coupable? Coupable. Est-ce que quelqu'un vous a forcé ou menacé pour cette déclaration? Non, monsieur. Je vous condamne à 15 ans de prison dans un pénitencier du Texas. Le juge prononce tous les jours des peines de prison supérieures à 10 ans. Le Texas a le taux d'emprisonnement le plus élevé des États-Unis. Rob, comme tous ses confrères, croit aux vertus de l'enfermement. Évidemment, c'est pour les punir. Mais c'est aussi pour les réinsérer. En prison, les détenus peuvent passer leur bac, apprendre un métier ou prendre des cours par correspondance. Au Texas, plus de la moitié des détenus récidivent pourtant moins de 3 ans après leur sortie de prison. Cette justice expéditive et impitoyable, où les prisonniers prennent 15 ans en 30 secondes, peut pourtant parfois se révéler plus humaine. Vous avez les alliances? Non, on n'en a pas. Ok, je vais enlever cette partie-là. Avant de retourner en détention,
Trevor Wiseman a demandé au juge Robb s'il pouvait le marier avec sa petite amie, Melissa. Je peux les signer tout de suite. Le juge signe les papiers. Il doit aussi, c'est la loi, présider à la cérémonie du mariage. Le marié a même un témoin, son cousin, que le juge a lui aussi condamné il y a quelques années. Comment vous allez, monsieur? Vous me reconnaissez? Paul Madina, vous m'avez condamné à 3 ans. C'est quoi votre nom de famille? Madina, Non, je me souviens pas. Ça ne me dit rien, désolé. Comment ça va depuis? bien, Vous avez pris combien? 3 ans. Et depuis que vous êtes sorti? Eh ben voilà. La cérémonie, pendant laquelle le marié reste enchaîné, va se dérouler dans le jardin du tribunal. On va le faire ici. Ok, donc, attendez que je réfléchisse. Monsieur, vous vous mettez là, madame à ma gauche. Sia, que Melissa a eu d'un premier mariage, sera demoiselle d'honneur. Frères, nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme dans les liens sacrés du mariage. Mélissa, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux, de l'aimer, de le chérir dans la joie et le malheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Prenez-vous les mains. En 20 ans de carrière, c'est seulement le 4e mariage que Robb célèbre. Ce n'est pas vraiment sa spécialité, mais si un détenu veut se marier, il faut que ce soit devant un juge. Au nom de l'État du Texas, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je t'aime. Un baiser, un je t'aime et Trevor Wiseman repart en prison. Les jeunes mariés pourront se voir au parloir la semaine prochaine. Je t'aime, bébé. Et pour les 15 prochaines années. Une justice sévère, tant pour les adultes que pour les mineurs. Contrairement à la France, ici, il n'y a pas de juge des enfants. C'est Robb, là encore, qui décide de leur peine. Devant lui, Juan et Pablo, 12 et 13 ans. Bonjour à tous. Ces collégiens viennent d'être arrêtés car ils ont volé des armes dans une maison la semaine précédente. C'est la 2e fois en un mois qu'ils passent au tribunal pour cambriolage. Ce qu'on va décider aujourd'hui, c'est si vous devez être emprisonné en attendant votre procès ou laissé libre sous le contrôle d'un adulte. Il y a un mois, le juge les avait laissés libres avec une mise à l'épreuve. Visiblement, ça n'a pas marché. Après 21 ans dans ce métier, il n'y a plus beaucoup de choses qui me surprennent. Mais apprendre que 24 heures seulement après vous avoir vu et mis en garde, vous avez recommencé, ça me surprend. Je vous place donc en détention. Juan et Pablo sont condamnés à attendre leur procès dans une prison pour mineurs. Ils vont y passer environ un mois. Zach, lui aussi, risque la prison, mais pour un vol de glacière. Accompagné de sa mère et sa tante, il prépare sa défense avec son avocat. Est-ce que quelqu'un t'a expliqué ce qui allait se passer aujourd'hui? Non, monsieur. Zach a 16 ans. Un mois plus tôt, avec des amis, il a volé des bières à l'arrière d'une voiture stationnée près d'un lac. Les bières étaient dans 2 glacières qui coûtent chacune 300 €. Le propriétaire a porté plainte pour vol. Tu as fait une grosse bêtise. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir sur cette affaire et qui ne serait pas dans le dossier? Non, monsieur. Depuis cette histoire, il s'est tenu à carreau. Zach a été arrêté. Ses amis et lui avaient bu les bières, mais ils ont rendu les glacières. Il passe quand même devant le juge Robb. Il faut que tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis « Oui, votre honneur » ou au moins « Oui, monsieur ». Tu dois être très respectueux. Devant le juge, Zach va bien se tenir. Comme son casier est vierge, Robb va le condamner à une mise à l'épreuve. Il y a 17 choses que tu vas devoir respecter scrupuleusement. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Avec des conditions quand même très strictes. Interdiction de fréquenter les amis avec lesquels il a volé les glacières, 40 heures de travaux d'intérêt général,
et obligation d'être chez lui tous les soirs à 22 heures. Je vais être direct. Si ta mère rentre dans ta chambre à 3 heures du matin et que tu n'es pas dans ton lit, tu vas aller en prison pour mineur, compris? Je ne veux pas te revoir ici. Je serai beaucoup moins sympa que maintenant, d'accord? Bonne chance. L'audience est levée. Selon Rob, faire peur dès le début, c'est un espoir que le jeune ne recommence pas. Pour Zach, le message semble être passé. J'ai senti que ça pouvait être ma dernière chance. Je sais que j'ai eu de la chance. Et qu'est-ce qui arrivera si tu repasses devant le juge? J'irai en prison. Au Texas, il y a les enfants coupables. Il y a aussi les enfants victimes. Ce jour-là, au tribunal, Christian ne vient pas pour être jugé. Il a 13 ans. Son père est mort. Sa mère est en prison depuis une semaine. Coupable d'avoir vendu de la méthamphétamine, elle a été condamnée à 6 ans ferme par le juge Rob. J'appelle maintenant l'affaire DCD 86A. L'audience, qui va durer 10 minutes, doit décider de qui va s'occuper de Christian. Rob n'a pas un mot pour la mère, pourtant en larmes, mais parle beaucoup à l'adolescent. Je sais que tu vois un psychologue et je sais que tu fais beaucoup d'efforts. Tu sais, chacun de nous ici a dû un jour faire face à une situation qui le dépasse. On ne peut rien y faire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, monsieur. C'est ce qui t'est arrivé la semaine dernière. Avant de prendre sa décision, le juge écoute les travailleurs sociaux, les psychologues et les avocats. Aujourd'hui, nous suggérons que la garde soit accordée au grand-père. Nous pensons que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Christian est officiellement adopté par son grand-père paternel. Mais Rob va aller plus loin. Il déchoit en plus totalement la mère de ses droits parentaux. Une décision prise car elle est récidiviste. Elle a déjà fait 2 ans de prison pour trafic de drogue. Contrairement à la France, le retrait de l'autorité parentale n'est pas provisoire. Ici, la sanction du juge est définitive. Mark time, march! Forward, march! Ces femmes en tenue de forçat, les chain gangs, sont condamnées à de petites peines, moins d'1 an de prison. Mais en détention, elles se sont mal comportées. Leur vie est désormais enchaînée. 5 heures du matin, la journée commence. Dans ce bus, des détenus de 21 à 36 ans. Pendant 1 mois, 6 jours sur 7, elles doivent participer à des travaux d'intérêt général. Johanna, 22 ans, a été condamnée pour cambriolage. Je me sens clouée au sol, comme si on m'avait ôté quelque chose. Ça t'apprend l'humilité. Ouais, c'est ça. Le degré ultime de l'humilité. Ça me paraît inhumain. Dans ce comté, c'est pas comme ailleurs. C'est le Far West. Et au Far West, ce matin-là, les détenues font office de croque-morts. Elles enterrent 5 sans-abri, à l'écart de la ville. Des bénévoles catholiques assurent toujours cette cérémonie, mais ne s'habituent pas à voir ces femmes entravées. Elles perdent toute dignité. Ces chaînes, c'est très simpliste, très politique. Ça nous renvoie directement à l'époque de l'esclavage.
La scène se passe pourtant dans l'Amérique d'aujourd'hui. Ces femmes forçats vivent dans un pénitencier unique aux États-Unis, sans aucun confort, un simple camp de tente à la merci du désert tout proche. Ironiquement, le Mirador indique en permanence qu'il reste ici des places disponibles. Ne venez pas dans les prisons américaines. Exactement. C'est pas fréquentable. T'en as entendu parler? Ici, tu vas le vivre en direct. C'est dur, c'est pas du camping ici. 1750 hommes et femmes vivent dans ce camp, séparément. Cette prison de toile, érigée il y a 20 ans, est l'idée d'un seul homme. Le patron de toutes les geôles du comté de Phoenix, le shérif Joe Arpaio, 81 ans. Ça va les gars? Et toi, ça va Joe? Pour le contribuable américain, ce camp spartiate a coûté 100 fois moins qu'une prison en dur. La population carcérale a doublé, alors j'ai fait monter ces tentes, pas chères, gratuites, récupérées de la guerre de Corée. Et j'ai fait des économies. Ça, c'est la raison officielle. Vous voulez savoir quelle est ma raison à moi? Ma raison, c'est que vous n'aimez pas vivre là-dedans. Les conditions de vie sont très rudes. 3 ans après l'ouverture, une mutinerie a même éclaté. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a aussitôt recommandé la fermeture du camp. Le shérif est resté droit dans ses bottes. Ces méthodes extrêmes n'ont rien d'illégal aujourd'hui dans ce comté de Phoenix. 4 millions d'âmes au bord du désert. Dans l'Arizona, un État conservateur, la peine de mort y est toujours d'actualité et le port d'armes légal. Un terrain de jeu parfait pour le cow-boy Arpaio. Un flic incontournable. Allô? Ah, ABC News? Rédaction locale ou nationale? L'homme adore les médias. Il s'est aussi arrangé pour placarder son nom partout dans la ville. Regardez. Arpaio, guerre contre la drogue. Vous êtes célèbre? Une célébrité? Ouais, quelque chose comme ça. Tout le monde veut mon autographe, même les gens qui me détestent. Mes gardes du corps, ils le savent bien, eux. Hein. Vous êtes une rockstar, shérif. Une rockstar, je suis un Frank Sinatra, les mecs. Si vous voulez m'appeler rockstar, allez-y. Une star, de la controverse pour sa gestion musclée de la police et des prisons. Mais Joe s'en moque. Il se vante même d'être le shérif le plus coriace de tous les États-Unis. Le flic le plus méchant d'Amérique. C'est comme ça qu'il m'appelle. Et ça date de 1995. À la tête du comté depuis 21 ans, il est courtisé par les présidents de tous bords. Lui qui n'était au départ que le fils d'un petit épicier, immigré italien. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un shérif. Je le voyais juste à la télé comme ça, avec sa clique. Mais j'ai toujours voulu m'engager dans les forces de l'ordre. Moi, je suis un mec normal. J'ai pas de diplôme. Je me fie simplement à mon bon sens et à ce que la vie m'a appris. Et selon Joe Arpaio, le bon sens, c'est la tolérance zéro. Chez lui à Phoenix, même pour un tout petit délit, c'est la casse-prison presque à tous les coups. Tu te mets là. Ce jour-là, au commissariat central, près de 300 suspects vont défiler. Avant même d'être jugés, ils devront effectuer un séjour en préventive.
En Arizona, on emprisonne 10 fois plus qu'en France. Le shérif Joe déteste le genre humain. Ici, tu vas en prison pour un rien. Par exemple, Si tu grilles un feu rouge, si t'es allongé dans un parc, si tu dors sur un banc parce que t'es SDF, tu vas en prison pour ça. Pour vos affaires, c'est par ici. après ce portique, le suspect quitte la vie civile et endosse l'uniforme imposé par le shérif. Ça y est, je pars en prison maintenant. Ça fout la trouille. Tournez-vous vers le mur, s'il vous plaît. Les rayures des bagnards, les chaînes et une inscription dans le dos. Sheriff's inmate, détenu du shérif. Elles rejoignent les 8000 autres prisonniers de Joe Arpaio. Messieurs, en rang pour la bouffe. En rang pour la bouffe. 18h, les détenus n'ont pas été nourris depuis le petit déjeuner. Et le repas s'annonce rudimentaire. Ça, c'est ce qu'on donne aux chiens. Pour eux, c'est le paradis, hein. Mais c'est pas le paradis pour nous. C'est de la merde, ça. Il faut que tu te chopes un plateau, toi aussi. C'est de la bombe. Et c'est bon? Mais non. Le menu ne coûte que 30 centimes d'euros à la prison. Du riz, des haricots et une bouillie de légumes. Ni sel ni poivre, jamais de viande non plus. Pour améliorer l'ordinaire, Mario, 49 ans, l'un des plus anciens, improvise un atelier cuisine. Il a inventé cette recette avec les seuls aliments que l'on peut acheter en détention. On fait notre propre repas. Moi, j'appelle ça du vomi. Et je mange pas de vomi, c'est dégueulasse. Un mélange d'oignons, saucisses, fromage sur une tortilla pour un burrito sauce prison. Mario, le père de famille condamné pour trafic de médicaments, se prépare ensuite pour la douche. Heureusement que je mets l'ambiance dans ces putains de tentes. La toilette, c'est 5 minutes à l'eau froide une seule fois par jour avant d'enfiler des sous-vêtements roses. C'est juste une autre forme d'humiliation. C'est comme ça qu'ils vous apprennent à ne jamais revenir. Mario ne sera libre que dans 1 mois et demi. Il ne reste qu'une heure avant l'extinction des feux. Un rap s'improvise. Le fond de la salle se défoule, quand d'autres passent à la tondeuse. À la nuit tombée, au bord du désert, le thermomètre est proche de 0. Venez les gars, rentrez chez nous. Chacun a ses astuces pour lutter contre le froid. Ce bonnet, c'était un pull. J'ai coupé une manche et j'ai fait un petit nœud. Tu dois faire avec ce que tu as en prison. Ça marche. C'est mieux que rien, tu vois. Allez, bonne nuit. Ça va aller, mec? Au petit matin, les femmes du camp ont déjà quitté la prison. Nouvelle journée de labeur pour le chain gang. Les femmes forçats, enchaînées 5 par 5, nettoient les bords d'une nationale, au vu et au su de tous. Encore des cailloux. Johanna, toxicomane, a écopé de 2 mois de prison pour cambriolage. Vous avez honte des fois? Oui. J'essaie de garder ma casquette baissée pour ne pas être reconnue. Parfois, les gens s'arrêtent pour nous prendre en photo, nous filmer. C'est gênant. Mais contre toute attente, même enchaînées et ainsi exhibées, certaines détenues jugent cette sanction utile. Est-ce qu'on est traité avec dignité, franchement? Les animaux sont mieux traités, c'est vrai. Mais ils n'ont pas commis nos délits. Ici, j'ai appris des choses. Tu as des règles, des obligations, tu dois respecter tout le monde et tu deviens meilleur. Mais la méthode Arpaio ne fait pas de miracle. À la sortie de ces prisons, plus de 6 détenus sur 10 récidivent, comme partout ailleurs aux États-Unis.
Ce n'est pas une grande maison, mais elle est jolie et confortable. Le shérif est aussi accusé de mauvais traitement en prison et de discrimination raciale. Mais il a préféré verser de l'argent aux plaignants pour éviter tout procès. Aujourd'hui, ses concitoyens continuent à lui faire confiance. J'ai offert à ma femme ce badge de shérif. Et j'ai mis un diamant à chaque fois que j'ai été élu. Avec ce gros au centre quand j'ai gagné l'année dernière pour la 6e fois. Pour la 7e, il n'y a plus de place. Il me reste des doigts libres pour une bague. Assis-toi là, chérie, qu'on se pose 5 minutes. À 81 ans, le shérif le plus coriace d'Amérique n'a aucune envie de prendre sa retraite. À ceux qui ne me soutiennent pas, qui disent des méchancetés, qui m'appellent Hitler et me traitent de tous ces noms, à ceux qui manifestent contre moi, qui enquêtent sur moi même quand ça vient de la Maison-Blanche, je réponds, je ne bougerai pas d'ici et je me battrai encore plus. En 20 ans, Joe Arpaio se vante d'avoir emprisonné un demi-million d'Américains dans son camp de tente du désert de l'Arizona. Scène ordinaire à la Martin High School, un lycée situé dans le sud du Texas, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. Marchez en ligne, s'il vous plaît. 2000 élèves, la plupart hispanophones. Ok, je veux que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Laissez toutes vos affaires ici. En espagnol, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous laissez vos affaires sur vos bureaux et venez avec moi. Par ici et en ligne, s'il vous plaît. Monsieur Ramirez, vous restez ici. Le chien et les officiers vont venir dans la salle. Je me charge de vos élèves. Ce n'est pas un exercice, mais une opération de police. Une descente surprise dans le bâtiment A du lycée. Des policiers vont fouiller toutes les salles de classe. Le chien recherche d'éventuelles substances qu'il a été entraîné à repérer. La marijuana, l'héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine. Les policiers vont aussi ouvrir un à un tous les sacs des élèves pour vérifier que leur contenu est conforme au règlement intérieur. On fait un contrôle aléatoire, on vérifie un peu tout. Mais ce sont leurs affaires personnelles. Même si ce sont des affaires personnelles, on a le droit. On ne fait pas une fouille minutieuse, c'est juste un coup d'œil rapide pour voir s'ils n'ont pas d'objets interdits. On trouve des feutres à graffiti, des cigarettes ou encore des briquets. Le plus souvent, ce sont de petites choses. À l'autre bout du couloir, on se croirait dans un aéroport. Le proviseur adjoint Suivant. fait passer les élèves au détecteur de métaux. Très bien. Bien. Ça ce n'est pas permis à l'école. Tu veux rentrer chez toi? Cet élève porte des bottines interdites par le lycée. Il doit donner son nom et se débarrasser de ses chaussures dans les plus brefs délais. Il a des chaussures avec un bout métallique. Nous considérons que ce sont des armes. S'il se bat et frappe quelqu'un à la tête, il peut vraiment le blesser. Donc elles ne sont pas permises à l'école. Écoutez-moi, l'unique raison pour laquelle nous faisons ça, c'est pour assurer la sécurité dans l'école. Être sûr que vous êtes en sécurité quand vous étudiez ici. Dans les salles de classe, la fouille n'a rien donné. Ok les gars, vous pouvez rentrer. Le plus étonnant, c'est que les professeurs coopèrent volontiers avec ces policiers qui interrompent leurs cours sans prévenir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Rien de grave n'est jamais arrivé, mais vous ne pouvez jamais savoir. Alors des policiers sont là et je me sens en sécurité. Pour moi, c'est un plus. Ici, les policiers sont parfaitement acceptés. Ils font même partie de l'établissement. Aux États-Unis, la tuerie de Columbine, qui fait 12 morts dans un lycée en 1999, traumatise la population. Immédiatement, le Texas et d'autres États américains encouragent les écoles à embaucher des policiers. Aujourd'hui, plus de 3000 établissements, du primaire au lycée, ont leur propre force de police pour protéger les enfants au quotidien, mais aussi les surveiller. Tous les matins,
À la Martin High School, Arturo se débarrasse de l'uniforme d'agent de la circulation pour endosser son rôle de gardien de la paix du lycée. La plupart du temps, ce policier joue les chiens de berger pour faire rentrer les élèves en classe, comme un classique surveillant. Allez les gars, on y va. Vous êtes déjà en retard, la cloche a sonné. Allez, on y va, on se bouge. Allez en classe, vous avez du retard. Allez. Vous n'avez pas l'impression de faire un peu du babysitting? Ça fait partie du boulot. Ça fait passer le temps. Ça va Léa? Comment ça va aujourd'hui? Ok. Allez, dans vos classes. Mesdemoiselles, messieurs, on se dépêche. Est-ce que vous servez de votre arme parfois? Non. Non, en fait, notre arme, c'est un ultime recours. C'est juste quelque chose que je porte sur moi. Mais si j'en ai besoin, je sais qu'elle est là. Elle fait partie de moi. Si quelqu'un débarque ici avec une arme, nous ferons ce que nous devons faire. Nous sommes prêts pour ça. Les 2 policiers permanents de la Martin High School jouent peu de la gâchette. Élèves dissipés, parfois insolents, bagarreurs, ce lycée rencontre les mêmes problèmes que toutes les écoles du monde. Mais ce n'est pas un établissement difficile. Ça n'empêche pas les policiers de procéder à plusieurs arrestations par jour. Dans le bureau du principal adjoint, la moisson de la matinée. 5 élèves qui séchaient les cours. Allez là-haut, il y en a une autre. Ils sont considérés comme des récidivistes parce qu'ici l'absentéisme est hors la loi. Code d'éducation du Texas, article 25095. Chapitre défaut d'assiduité à l'école. Un individu commet une infraction s'il manque l'école 10 jours ou plus sur une période de 6 mois. Ou 3 jours ou plus sur une période de 4 semaines. En tant qu'administrateur, je dois appliquer cette loi. C'est mon travail. Chut, chut, s'il vous plaît. Vous avez commencé à sécher l'école, s'il vous plaît, cessez de parler. Vous avez cumulé plus de 4 absences en 4 semaines. Vous avez reçu un mandat d'arrêt. Les 6 élèves, tous mineurs, sont menottés. À la vue de tous, ces jeunes prévenus sont transférés dans des voitures de police. Ils vont immédiatement comparaître devant la cour de justice de la ville. Elle me serre, ces menottes. Je t'ai déjà demandé si elles n'étaient pas trop serrées. C'était déjà trop. Je vais bientôt te les enlever. Parce qu'ils ont fait l'école buissonnière, ces adolescents âgés de 14 à 16 ans vont être jugés dans la salle d'audience du comté, là où comparaissent aussi les criminels. Tu vas passer devant le juge, tu es impressionné? Je l'ai déjà vu 3 fois. Donc tu le connais? Et il me connaît. Tu comprends ce qui t'arrive? Non. J'ai juste séché les cours. Voici le juge Hector Liendo. L'audience est ouverte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Arturo Morales. Approche, Arturo. Les parents sont présents? Les parents, venez aussi, s'il vous plaît. Face au juge, les enfants peuvent être assistés d'un avocat ou de leurs parents. Arturo, tu es accusé de ne pas avoir respecté les injonctions de la cour. Tu plaides coupable ou non coupable? Coupable. Coupable. C'est quoi le problème? Tu es déjà venu ici, et je t'avais prévenu. Tu risques une amende de 200 à 500 $ par jour d'absence. T'en as combien de jours, là? 30 jours. 30 jours? Tu sais combien tes parents risquent de devoir payer? 6 000 $.
6 000 $ d'amende. Et si tes parents ne payent pas, ils vont en prison. Tu veux que je les envoie en prison, c'est ça? Mais qu'est-ce qui va pas alors? Il ne voulait pas de moi en cours. Il voulait pas de toi? Qui ne voulait pas de toi? Le professeur. Ne viens pas mentir devant la cour, parce que moi je vais t'envoyer en prison. Ok, voilà ce que je vais faire. Je vais t'envoyer faire des heures de travaux d'intérêt général. Ça commence dès ce week-end, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc tous les week-ends où tu aurais pu sortir au centre commercial, aller au cinéma, ou simplement profiter de ton temps libre, eh bien je vais te priver de cela. Tu vas travailler les samedis et les dimanches. Tu vas ramasser les papiers par terre, nettoyer les graffitis, ou donner un coup de main à l'église, à l'école, nettoyer les rues. Alors qu'il t'aurait tout simplement suffi d'aller à l'école. Et tout ça ne te serait pas arrivé. Réveille-toi. Tu vas faire des travaux d'intérêt général jusqu'à la fin de l'année. C'est tout. Comme Arturo, des centaines d'élèves ont comparu devant le juge cette année. Ils étaient plus de 100 000 adolescents dans tout le Texas. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des élèves. Mais ils enfreignent la loi en n'allant pas à l'école. On fait tout ça pour leur faire peur. Je les ai emmenés visiter la prison, qu'ils voient à quoi ressemble la vie derrière les barreaux. Est-ce que c'est la vie qu'ils veulent? Ils peuvent choisir, soit l'école, soit la prison. Arturo écope de 100 heures de travaux d'intérêt général. S'il sèche encore, le juge s'en prendra à ses parents. C'est ici, dans cette banlieue résidentielle délabrée, que vit la famille d'Arturo depuis 20 ans. Maria et son mari travaillent jour et nuit dans une petite pizzeria. Ils voient très peu leur fils et ne comprennent pas pourquoi il a été arrêté. C'est pourtant un bon élève, bien noté. Lui mettre des menottes, c'est pas bien. C'est pour les criminels, pas pour un enfant de 15 ans. Rater les cours, évidemment, c'est pas bien, mais il ne mérite pas les menottes. Je suis pour la présence des policiers et qu'ils fassent leur travail, et pas du zèle. À la Martin High School, les policiers sont partout, même à la cantine. Tous les jours, ils surveillent les 2 services du déjeuner. On s'assure qu'ils mangent et après qu'ils partent. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bataille de nourriture. En fait, c'est surtout pour faire acte de présence. Comme ça, ils restent tranquilles. Une présence un peu pesante pour certains élèves. Vous pensez que c'est nécessaire? Non. Bien sûr que non. On est des bons élèves. Pourtant, ils nous disent qu'il peut y avoir des batailles de nourriture. Mais c'est justement ça, être lycéen. S'amuser. On en a besoin parfois. On n'a pas besoin de ces flics à l'école. C'est trop strict, c'est trop. Les élèves sont trop souvent arrêtés. Oh là là, je vais avoir des ennuis, moi. Et quand les policiers ne sont pas là, il reste la vidéosurveillance. Le lycée est équipé de 250 caméras qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les images sont toutes transmises en direct au commissariat central, à l'autre bout de la ville. Dans cette pièce, sur les écrans, les retours vidéo des 2000 caméras implantées dans les 30 écoles du secteur. Pour le shérif Cook, cette vidéosurveillance à grande échelle, c'est un moyen parfait pour contrôler tous les élèves de la ville. C'est très dur d'y échapper, on en a beaucoup. Pour tout individu vu avec une arme à l'école, le shérif a une réponse toute prête, un arsenal de guerre. Ça, c'est un fusil Mossberg. 12 coups. Ça, c'est un M4, un fusil très efficace.
Ce sont des armes similaires à celles utilisées en Afghanistan. Je préfère les avoir et ne pas m'en servir, plutôt que d'en avoir besoin et de ne pas les avoir. Je ne veux pas avoir à faire une situation dramatique sans y être préparé. Éviter un drame comme celui de Columbine, c'est l'obsession de la police. Et elle ne fait pas de quartier. Jaime González, 15 ans, scolarisé dans un collège voisin, l'a payé de sa vie en janvier dernier. Il menaçait ses camarades avec un faux pistolet. Il a été abattu par des policiers. Était-ce une erreur? Non, je crois pas. Parce que notre responsabilité de policier, c'est de répondre à toutes les situations. Et de protéger les élèves et le personnel. On ne tire pas pour tuer, mais pour éliminer la menace. Pour se préparer au scénario dramatique, les policiers ont un terrain d'entraînement très réaliste, cette fausse salle de classe. C'est ici qu'ont été formés les policiers de la Martin High School. Aujourd'hui, au sein de l'école, au beau milieu d'authentiques salles de classe, Arturo et Rosa ont leur propre commissariat. Madame, est-ce qu'Orlando Trejo est dans votre classe? Il est là? Ok, merci madame. Cet après-midi, Rosa va interpeller un élève en classe. Trejo? Orlando Trejo, 16 ans. Elle le convoque pour une audition. Elle a en sa possession un enregistrement vidéo qui l'accuse. Tu es ici. En t-shirt rouge. Tu savais qu'il y avait des caméras par ici? Je sais, c'est pas bien de se battre, mais bon... T'y penseras la prochaine fois. Oui, j'y réfléchirai à 2 fois. Orlando a peut-être retenu la leçon. En attendant, il écope d'un PV. Tu signes là. Comme tu vois, les charges sont détaillées ici. Tu t'es battu. Le 1er mai, tu as rendez-vous à 13h30 avec la juge Castillo au tribunal municipal, ok? Pour cette bagarre dans la cour de l'école, Orlando peut être condamné à des travaux d'intérêt général ou à une amende. Je viens pour Oscar. De son côté, Arturo convoque un autre élève, un récidiviste qui va avoir droit à un traitement plus sévère. On va dans le bureau. Allez, donne-moi tes mains. Je préférerais devant pour les menottes. Non, mais malheureusement, je dois te les mettre dans le dos. Oscar s'est battu pour la 3e fois. Allez, ne bouge pas. Je mets la double sécurité. Il aurait mordu la joue de sa petite amie. Elle a porté plainte. On a assez de preuves pour l'arrêter. Donc maintenant, je vais le transférer au centre de détention pour mineurs. Ici, unité 361, en route vers le centre de détention pour mineurs. Comme Oscar est récidiviste, tolérance zéro. Il est envoyé directement en prison. C'est triste, mais nécessaire malheureusement. Si on ferme les yeux sur ce qu'il a fait, peut-être que plus tard, quand il sera grand, il s'en prendra à quelqu'un et le tuera. Et là, c'est pour le reste de sa vie qu'il ira en prison. Moi, je sais que je peux lui éviter ça. Si je prends le temps de lui dire « Ok, tu as mal agi, je dois te placer en centre de détention, mais je veux que ça te serve de leçon. » C'est efficace avec certains élèves, mais il y en a qui s'en fichent complètement. Oscar est placé en détention préventive dans cette prison pour mineurs. La semaine prochaine, il verra un juge qui recueillera aussi le témoignage de sa petite amie. Bonjour, police de l'école de Laredo, j'ai quelqu'un pour vous. Le mois dernier, suite à une bagarre, Oscar a passé 6 heures dans ce centre de détention qui reçoit aussi des jeunes criminels. C'est comment à l'intérieur? C'est pas super. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de détenus ici. C'est violent? Ouais.
Oscar restera 3 jours en détention préventive. Il a ensuite été exclu définitivement de l'école. Il est 7h30 ce samedi. Tu dors encore? Il est encore fatigué, il s'est couché à 3h du matin. Normalement, le samedi, il se lève à 10h. Arturo n'a pas tellement le choix. Le juge l'a condamné. Il doit aller faire ses heures de travaux d'intérêt général. Les parents, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Je me charge de vos enfants. Ce matin, ils sont une trentaine d'adolescents, âgés de 12 à 16 ans, venus exécuter leur peine. Tout le monde doit s'inscrire. Ils viennent de toutes les écoles du secteur. Vous devez avoir un gilet et un sac. Allez, enfilez votre gilet. Si vous le déchirez, je vous retire des heures. Comme Arturo, la plupart ont été condamnés parce qu'ils séchaient les cours. Allez les gars, les bouteilles de bière, les capsules. Pendant 5 heures, à main nue, ces adolescents vont nettoyer ce parc sous la supervision de Roy, un fonctionnaire de la ville. C'est pas dangereux si près des voitures? Si, c'est dangereux, mais les gens essaient de ralentir quand ils voient les vestes. Mais tout le monde est pressé, c'est samedi matin. Et vous ne leur donnez pas de gants? J'ai des gants, mais comme il fait chaud, ils transpirent et ils les enlèvent. Personne ne veut de gants. Mais s'il y a quelque chose de dangereux à ramasser, je le fais pour eux. Comme un animal mort ou quelque chose qui pue, je le fais pour eux. Il y a des papiers par ici. C'est très efficace parce qu'ils ne veulent pas venir ici. Ils préféreraient rester dormir à la maison. C'est dissuasif. Je ne vois ces gamins qu'une seule fois. Ils ne reviennent jamais. Tu penses que c'est efficace, cette punition? Quelque part, oui, un petit peu. Parce que les gens nous regardent. La condamnation d'Arturo devrait être effacée de son casier judiciaire à ses 18 ans. Les peines de prison, elles, sont indélébiles. Et elles empêcheront ces adolescents d'obtenir une bourse pour l'université et même d'exercer certains emplois administratifs. Si jamais l'envie leur en prenait, ces jeunes ne pourraient pas devenir policiers.